Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition que je suis ravie de vous présenter. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Une nouvelle innovation technologique à retrouver cet été à Monaco-Ville. Vous découvrirez laquelle dans cette édition. Vous les avez certainement remarquées si vous êtes passé par là. Des artistes donnaient vie à des œuvres sur le quai Antoine Ier. L'UPAO vient de se terminer. Retour sur cet événement artistique porteur d'un message environnemental. Coup de projecteur sur la société FGWRS spécialisée dans le domaine du traitement des eaux grises. Il est arrivé sur le port Hercule. Le jumping a ouvert ses portes hier et accueille les meilleurs cavaliers du monde. Focus aujourd'hui sur les cavaliers monégasques. Et puis nous refermerons ce journal avec notre invitée du week-end, la jeune cavalière Tamara Arnett. Nous ouvrons cette édition avec cette innovation technologique que vous allez découvrir tout au long de l'été dans les rues de Monaco-Ville. Il s'agit de la première navette électrique autonome. Alexandra Pani s'est intéressée à son fonctionnement. Les résidents de Monaco-Ville et les touristes l'ont peut-être déjà croisée. Elle roule à faible allure, en moyenne 15 km/h et sa forme est originale. Cette toute nouvelle navette est une véritable révolution ici en Principauté car il s'agit du tout premier véhicule électrique autonome. Il était présenté au public avant sa mise en circulation officielle le 3 juillet. Les résidents l'ont peut-être déjà vu rouler sur le rocher depuis maintenant 10 jours. Elle apprend son parcours. Donc en fait, on lui apprend un parcours qu'elle apprend par cœur de manière informatique. Et puis après, elle va reproduire son parcours en calculant les différences par rapport à ce qu'on lui a appris. Les différences, bien évidemment, c'est un piéton, c'est un véhicule qui passe, c'est un feu rouge tout simplement qui va être rouge. À ce moment-là, elle doit s'arrêter. Et donc cette navette, elle fonctionne en reconstituant de manière virtuelle à travers des faisceaux laser son environnement et en se géolocalisant de manière extrêmement précise. Lorsque vous utilisez votre GPS, vous êtes connecté en moyenne à 3 ou 4 satellites. Cette navette, lorsqu'elle roule, elle est connectée entre 12 et 16 satellites, ce qui lui permet d'avoir une géolocalisation au centimètre près. Donc en fait, elle se géolocalise, elle analyse son environnement et elle prend une décision pour dire j'avance, je freine, je m'arrête, j'évite, bien évidemment. L'accès est gratuit et elle dessert 4 arrêts, la place du Palais Princier, la cathédrale, le musée océanographique et la place de la Visitation, des lieux clés pour les touristes. La navette étant donc en phase de test, la réglementation impose sur ce type d'expérimentation la présence d'un pilote à bord. C'est donc la compagnie des autobus de Monaco qui met à disposition ses opérateurs. Un opérateur est toujours à bord pour garantir la sécurité, intervenir en cas de nécessité. Donc elle suit un parcours, mais toujours sous le contrôle de quelqu'un. Ce sont des conducteurs de bus avec un permis D, parce que c'est un transport de personnes. Et ils ont suivi une formation spécifique dispensée par le centre de formation Keolis et les représentants de Navia, constructeurs de la navette. C'est effectivement une étape vers les transports du futur, sachant que pour l'instant, on est dans les prémices de la technologie et que donc on participe à l'élaboration de cet essai pour voir ce que ça peut donner dans des conditions de circulation réelles. Ce type de navette peut accueillir jusqu'à 15 personnes, dont 11 assises, et le trajet de cette première phase test n'a quant à lui pas été choisi au hasard. Le parcours est assez simple, il est unidirectionnel, le tour qu'on va faire, donc il y a assez peu de croisements de véhicules, mais il a énormément de caractéristiques très intéressantes pour notre apprentissage. Par exemple, on va pouvoir bien tester et recueillir beaucoup de données sur la qualité du réseau GPS en Principauté, sur la capacité de la navette à bien naviguer dans des routes assez étroites, en présence d'une forte fréquentation piétonne. Et en fait, tous ces enseignements, c'est pour travailler le temps long en termes de mobilité. Si ce premier test est concluant, la navette prendra ensuite la direction du Larvoto pour le mois de septembre et d'octobre pour cibler cette fois-ci un autre type de public, les congressistes. Mais d'ici là, n'hésitez pas à faire un tour sur le rocher pour découvrir cette véritable révolution technologique. La 3e édition de l'UPAO, l'Urban Painting Around the World, vient de s'achever sur le port Hercule. Durant 3 jours, des artistes ont créé des œuvres sous le regard des passants avec pour toile de fond un message environnemental. Le reportage de Patricia Navarro et de Sylvain Péroumal. La chaleur n'a pas altéré leur créativité. Les 10 artistes participant à l'Urban Painting Around the World ont livré leur interprétation de la thématique retenue cette année, les animaux en voie de disparition. Bombes et pinceaux en main, ils ont relevé le défi sur les grandes toiles qui leur ont été mises à disposition sur le port Hercule.
Monaco m'a donné la possibilité. Et alors, on a réussi à faire arriver la street art à Monaco. Et comme je dis toujours, sans l'aide de tous les gens de bonne volonté, on n'arrive jamais à faire les choses. Cette année, avec les animaux en voie de disparition ou extinction, même si l'extinction c'est définitif, alors on part en voie de disparition, on a essayé de trouver des artistes qui traitent soit le thème, soit les animaux. Et c'est ainsi que chacun a laissé libre cours à son imagination. Mr. Wanties, alias Anthony Alberti, a choisi de mettre en lumière les pandas, les cacatoès et un marsouin. Avec l'esprit fertile qu'on lui connaît, il a également customisé une tortue qu'il a baptisée Aretha Franklin et sur laquelle il a écrit l'un des titres du répertoire de la diva, Rescue Me, association d'idées avec également la tortue Franklin que les enfants adorent. Le tout est monté sur un frein venant de l'écurie Ferrari pour mieux freiner symboliquement, comme l'explique l'artiste, la disparition de certaines espèces de tortues. Non loin de là, c'est Belinda Bussotti qui a choisi les requins et les orang-outans. Mais à côté de ces artistes locaux, d'autres sont venus de beaucoup plus loin, jusque du Japon, et des artistes en herbe ont, pour la première fois depuis la création de l'UPAO, été invités eux aussi à réaliser des créations. Il s'agit de collégiens de Monaco. Enfin, pour allier art et noble cause, une vente aux enchères aura conclu ces journées créative et la somme de 25 000 € a pu être collectée au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco. À la fin du mois de mai, de nouvelles entreprises intégraient l'incubateur de start-up Monacotech et parmi elles la société FGWRS qui est spécialisée dans le domaine du traitement des eaux grises. Pour mieux comprendre le procédé utilisé par cette entreprise, regardez ce reportage de Patricia Navarro. Nous avons parfois tendance à l'oublier, mais l'eau est une denrée rare et précieuse. À l'heure où la préservation de l'environnement et plus particulièrement la préservation de la ressource en eau est une préoccupation majeure et l'un des principaux défis des années à venir, l'une des dernières sociétés à avoir intégré Monacotech, FGWRS, s'est spécialisée dans cette thématique et propose un système de recyclage innovant des eaux grises. Les eaux grises, comme la couleur l'indique, sont des eaux qui sont déjà un petit peu sales, mais qui ne sont pas très sales. Donc, ce sont principalement les eaux de douche, les eaux de lave-vaisselle, les eaux de machine à laver, les eaux de rinçage des sols. Ces eaux grises, de quelle manière allez-vous aujourd'hui optimiser leur recyclage? Alors, comment est née l'idée de l'installation que l'on découvre derrière vous? Alors, si vous voulez, il faut revenir un petit peu en arrière, il y a quelques années. Et l'Agence spatiale européenne a commencé à s'intéresser à l'homme dans l'espace. Et l'homme dans l'espace, il va consommer de l'oxygène, il va consommer de l'eau, il va consommer de la nourriture. Et ça représente des masses importantes, à peu près au minimum 5 kg par personne et par jour. Et si vous voulez aller sur la Lune, si vous voulez vers Mars, ce sont des masses qui sont trop importantes pour les capacités de nos fusées. Donc on est absolument obligé de tout recycler. Donc, depuis une vingtaine d'années, l'Agence spatiale européenne développe des technologies pour recycler les eaux, et notamment les eaux grises. Le procédé a été testé sur la base isolée de Concordia en Antarctique où il a fait ses preuves. Aujourd'hui, une nouvelle étape est donc sur le point d'être franchie avec la commercialisation de ces outils de recyclage. L'hôtel Fairmont se prête au jeu depuis quelques mois. Nous avons créé ce démonstrateur qui est derrière nous, qui est une véritable station d'acquisition de données et qui fonctionne au Fairmont de Monte-Carlo depuis le début de l'année. Il est connecté à 4 chambres dont on collecte les eaux grises. Il fonctionne de façon complètement automatique en fonction du taux d'occupation des chambres. On récupère les données, on les analyse, ce qui nous permet d'avoir de véritables données en termes de température, tous les paramètres nécessaires à suivre son fonctionnement. Et on procède aussi à des prélèvements pour faire des analyses avec un laboratoire accrédité COFRAC. Ces analyses sont suivies par plusieurs services du gouvernement de Monaco et notamment la division de sécurité sanitaire et alimentaire et nous ont permis de démontrer que la qualité d'eau qui était produite était parfaitement parfaite. Et voici le principe de ce procédé promis à un bel avenir. C'est assez simple, au moins dans son concept. Si vous avez de l'eau sale, donc vous avez de l'eau et des saletés. Et vous avez différents tamis. Donc vous allez faire passer cette eau sale sur des trous de plus en plus petits. Et au fur et à mesure, vous retirez les saletés de plus en plus petites jusqu'à de l'eau pure. Donc vous avez différents étages de filtration.
Toute l'innovation du système repose donc sur la gestion des membranes, les pressions et les débits pour obtenir le taux de recyclage maximal. Et ce sont ainsi 80% des eaux grises qui peuvent être entièrement recyclées pour permettre tout type d'utilisation ménagère, hors boisson toutefois. Jean-Claude Trichet, le gouverneur honoraire de la Banque de France et ancien président de la Banque centrale européenne, était l'invité de la dernière conférence de la Monaco Méditerranée Foundation. Il nous parle de la zone euro et de la monnaie commune, ses défis, ses succès et ses perspectives d'avenir à la sortie des dernières élections européennes. Écoutons-le. Je crois qu'il faut dire, et j'insisterai évidemment là-dessus, que l'Europe, l'euro, la zone euro sont de grands succès. Et je peux le démontrer, si vous voulez, sur plusieurs dimensions. La dimension de la croissance, c'est paradoxal, mais effectivement, on a cru aussi vite par tête que les États-Unis sur la période, depuis la création de l'euro. C'est aussi visible en ce qui concerne la stabilité de l'euro, la crédibilité de la monnaie, et aussi du soutien populaire. Ça, c'est un point qui n'était pas anticipé par beaucoup d'observateurs et qui est réel. Alors, en plus de ça, naturellement, les Européens doivent être conscients du fait qu'ils sont très audacieux, très ambitieux, et que le fait de créer une nouvelle monnaie à partir maintenant de 19 monnaies de pays différents est incroyablement ambitieux et donc demande des réponses appropriées. Je crois qu'on a beaucoup exagéré le niveau d'opposition à l'Europe, peut-être sous l'influence évidemment du Brexit et de la vision britannique qui est très particulière et très différente de la vision qu'on peut en avoir en Europe continentale, de l'Europe, de la nécessité de l'union, du principe l'union fait la force, etc. Donc ce que je retiens moi des élections européennes, c'est qu'on a un vrai fonctionnement d'une vraie démocratie européenne à l'échelle du continent tout entier. Les eurosceptiques sont très minoritaires, franchement. Et donc on a retrouvé au niveau de l'ensemble de l'Europe un phénomène qu'on observe dans chaque pays, c'est-à-dire un moins grand pourcentage donné aux partis de gouvernement traditionnels, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et on a vu l'émergence finalement de sensibilités nouvelles. Les Verts, c'est évident, c'est vrai dans tous les pays, c'est vrai au niveau de l'Europe tout entière, ce qui est normal, puisque l'Europe tout entière, c'est la réflexion de l'ensemble des démocraties européennes. Donc je retire, si vous voulez, de ces élections un sentiment de meilleur fonctionnement de la démocratie au niveau de l'Europe dans son ensemble. En bref et en images. En présence de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, du ministre d'État et de haute personnalité de la principauté, Patrice Célario, conseiller de gouvernement ministre de l'Intérieur, vient de se voir remettre dans les salons d'honneur de la résidence du ministre d'État les insignes d'officier de la Légion d'honneur par son Excellence Marine Carnet de Tréquesson, ambassadrice de France en principauté. Depuis 2015, je vous rappelle que Patrice Célario occupe donc le poste de conseiller de gouvernement ministre de l'Intérieur, le premier monégasque à occuper ce poste. Suite à la présence en principauté de Sabrina et Jean-Michel Krief, le 27 juin, la Fondation Prince Albert II de Monaco proposait de découvrir l'exposition photo dédiée à l'univers des chimpanzés de la forêt de Kibale en Ouganda. Le photographe français Jean-Michel Krief dépeint le comportement et les émotions des grands singes au plus proche de leur intimité. Un travail sur le terrain entrepris il y a plus de 20 ans aux côtés de son épouse Sabrina, médecin vétérinaire et professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Exposition à découvrir à la Galerie des Pêcheurs jusqu'au 5 juillet. Nous ouvrons à présent une page consacrée à la 14e édition du Jumping International de Monte-Carlo. Les chevaux sont arrivés mercredi et les compétitions ont démarré dès jeudi matin. Je vous propose d'écouter l'organisatrice de cet événement, Diane Fissor. Évidemment, comme chaque année, nous avons du beau monde. Nous avons Edwina Tops-Alexander, Shane Breen qui a gagné le Grand Prix du Prince de Monaco l'an passé, Emanuele Gaudiano qui avait gagné il y a 2 ans, Georgina Blumberg, Julien Epaillard qui est derrière nous justement, et qui nous regarde. C'est toujours un défi pour vous, avant l'arrivée du jumping, de tout organiser. C'est une énorme machine. Oui, c'est une énorme machine de guerre, oui, absolument. Parce qu'on
doit suivre d'abord le Grand Prix de F1, donc nous sommes obligés de respecter des timings. Et puis chaque année, on a de nouvelles dispositions. Nous sommes obligés de nous conformer à la restructuration de Monaco, donc ce qui est bien normal. Et puis donc chaque année, on essaye d'améliorer. Cette année, on a réussi à faire un rond de longe. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose pour les gens qui ne sont pas passionnés de cheval, mais bon, ma foi, en tout cas, c'est joli à voir. On a changé la place de la rampe pour les chevaux. Et puis cette année, nous avons à faire face avec la chaleur. Ce n'était pas prévu et nous sommes en train d'essayer d'avoir des brumisateurs. On va parler des monégasques que vous avez souhaité mettre à l'honneur particulièrement en leur dédiant une compétition. Écoutez, oui, c'est pas la première fois parce que nous l'avions fait il y a bien longtemps. Mais cette année, nous avons beaucoup de nouveaux cavaliers qui émergent. Donc on a voulu les mettre à l'honneur et effectivement, nous avons fait une épreuve spécialement pour eux. Vous venez de l'entendre, cette année, les cavaliers monégasques sont nombreux à être engagés durant ces 3 jours de compétition. La jeune génération arrive en force. Nous avons souhaité les mettre à l'honneur. Le reportage d'Alexandra Pagny. Ils sont 26 cavaliers représentant la principauté cette année, un record dans l'histoire de cette compétition. Ils côtoieront pendant 3 jours les stars internationales du saut d'obstacles, car rappelons-le, le Jumping International de Monte-Carlo est la 10e étape du Longines Global Champions Tour. 15 cavaliers sous les couleurs rouge et blanche sont donc engagés cette année en CSI 2 étoiles, soit des épreuves avec des obstacles de 1,15 m jusqu'à 1,45 m. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre cette compétition, leur visage ne vous sera pas inconnu. Mais une toute nouvelle génération pointe aussi le bout de son nez. Et justement, avec l'arrivée de ces tout nouveaux jeunes cavaliers, la Fédération monégasque d'équitation a choisi cette année de les mettre en lumière en créant une compétition nationale qui leur est réservée. L'occasion pour certains de participer à cet événement pour la toute première fois. J'étais un peu stressée parce que c'est un concours qui n'est pas habituel. Mais ça s'est très bien passé, on a fait sans faute. Et justement, qu'est-ce qui change d'habitude des autres concours ? C'est pas la même ambiance et on est quand même en pleine ville, donc ça peut stresser pas mal les chevaux. Concourir à la maison est toujours quelque chose d'agréable. Moi, c'est mon concours préféré, c'est celui que je préfère faire et ça me stresse pas trop. C'est mon préféré, celui que... Ouais. Ça change des concours habituels parce qu'on est quand même dans un environnement particulier. Qu'est-ce qui change ? L'ambiance, qu'on soit là où j'habite du coup. Et d'amener les chevaux dans la ville et tout, c'est bien. Parmi les cavaliers monégasques engagés, l'on retrouve également des cavaliers confirmés, habitués de cette compétition, comme Hilaria Souterrain et Venceslas Tomel. Ils s'entraînent en Normandie et pour leurs chevaux fraîchement débarqués, l'acclimatation a été rude en cette période de canicule. Ils doivent donc rivaliser d'astuces pour assurer le plus grand confort possible à leur monture. Les chevaux, ils n'ont pas un laps de temps pour s'habituer à cette chaleur. Donc on les aide avec des électrolytes, on leur met des ventilateurs, on a tout un tas de compléments alimentaires pour le soutien musculaire, tout ça entre autres. Après, il y a des chevaux qui s'acclimatent mieux que d'autres. Si on a un cheval qui a beaucoup de sang, ça va être moins pénalisant. Un cheval qui a quand même naturellement un peu moins de sang, qui est un peu plus feignant, automatiquement il va plus subir la chaleur, quoi. Le clan monégasque est ainsi composé de profils variés et compte bien faire retentir plus d'une fois l'hymne monégasque sur le port Hercule. N'hésitez pas à venir les soutenir, les épreuves se déroulent jusqu'à samedi. L'occasion pour nous de recevoir à présent notre invitée du week-end. Il s'agit de la jeune cavalière monégasque Tamara Arnett. Elle est au micro d'Alexandra Pagny. Tamara, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps au milieu de ce planning très chargé. Avec plaisir. Avec plaisir. Comment ça se passe alors avec ce soleil radieux, un peu trop radieux même? Ouais. Comment se sent votre jument? Alors ma jument, elle tient le coup, franchement, elle est vraiment top, ça m'épate vachement. C'est sûr que c'est dur, c'est pas facile, surtout là à midi, ils ont vraiment chaud, mais pendant le tour, voilà, j'ai fait un tour ce matin, j'ai fait un tour hier, et sortie de tour, bon, elle a un peu chaud, mais bon, après je la douche régulièrement, elle a au moins 4 douches par jour, des shampoings. Là, ils ont mis en place des brumisateurs, donc du coup, elle adore, elle se met comme ça
Donc voilà, non, franchement ça va, elle tient le coup, elle a tous les électrolytes, le sel de Guérande pour bien la réhydrater et petite salade de pastèque concombre le soir et voilà, pour bien qu'elle ait l'eau qu'il faut. Elle est bien chouchoutée. Voilà, elle est très bien chouchoutée, beaucoup d'amour et je pense que c'est le principal là en ce moment, avec le petit ventilo aussi dans le box. Et voilà. Franchement ça va, elle tient le coup. C'est pas la première fois que vous participez au Jumping International de Monte-Carlo. Vous faites partie de la fédération équestre de la Principauté de Monaco. Qu'est-ce que ça fait de venir ici concourir dans son pays sur le port Hercule? Alors, c'est ma 4e année cette année et chaque année, j'adore. C'est vraiment un concours auquel j'ai hâte d'y être, vraiment. C'est incroyable d'être sur le port, d'être chez soi. C'est quand je commence la saison, mon but, c'est d'arriver... mon but final, c'est le Jumping de Monaco pour bien que j'arrive pour la fédération qui m'aide vachement et qui je remercie beaucoup. Et non, franchement, c'est incroyable. Après, la chaleur, ça aide pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, on garde le sourire, la niaque et voilà. Non, franchement, c'est top, j'adore. Vous côtoyez ici des cavaliers 5 étoiles, c'est impressionnant aussi. On apprend peut-être de les voir sauter, les voir au box et ici sur piste. Ouais. On apprend comment ça peut être dur pour eux parce que bon, ils n'ont pas qu'un seul cheval, ils en ont plusieurs, donc faut quand même bien. On les admire. Aussi le travail des grooms, ça c'est voilà. Après, il n'y a pas qu'ici aussi qu'il y a les cavaliers de 5 étoiles, mais c'est toujours incroyable. Enfin, on les côtoie, on est dans les mêmes écuries, on se croise, on se sourit, on peut parler. Et puis les regarder quand je peux, dès que je finis mon tour, je vais regarder les plus grandes épreuves et ça c'est génial, quoi. Et puis bon, aussi vu que je participe, je peux aussi accéder aux tribunes, tout ça, donc ça c'est top. C'est top. Et les objectifs justement? Alors les objectifs, ça serait vraiment d'être classé ou même de gagner le jumping. Ça c'est vraiment mon objectif final depuis 4 ans. Et je persévère, je vais y arriver. Après, bon, cette année ça a été très difficile. La jument, elle a que 7 ans, donc elle a une très grosse crise d'ado. Donc c'était très difficile, mais j'ai pas baissé les bras, j'ai persévéré et là elle m'a prouvé que c'est bon, qu'elle a fini, qu'on peut y arriver. Les résultats sont un peu ce que j'attendais aussi. C'est beaucoup mieux que j'aurais imaginé, donc je suis vraiment contente. C'est que du positif et j'espère que ça ira mieux là ce soir et demain. Donc, voilà. C'est un récent couple que vous formez avec elle, ça fait un peu plus d'un an? Ouais, ça fait un an et demi, 2 ans, même pas. Et au départ, on avait super bien commencé. Et après, voilà, elle a eu sa crise d'ado, le petit hiver un peu électrique. Mais bon, on s'entend tellement bien, à pied, elle est adorable, elle m'appelle, enfin voilà, on a vraiment une bonne relation. Après, à cheval, voilà, il y a encore des boutons à trouver, il faut que je prenne un peu plus le dessus. Mais bon, je pense que c'est que du positif, c'est vraiment une très très bonne jument et je pense qu'on peut aller loin. C'est une passion, enfin, ça reste pour n'importe quel cavalier, l'équitation reste une passion avant tout. Mais vous, c'est un métier peut-être que vous imaginez, vous entraînez à l'année à Villeneuve-Loubet, juste à côté. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui titille? Ça me titille. Après, pour l'instant, je le garde vraiment en passion. Bon, une passion qui se met un peu devant tout. Mais non, pour l'instant, je le garde vraiment en passion. Après, ça sera dépendant de mes rencontres, un peu dépendant de mes objectifs. Oui, c'est sûr que j'adorerais faire du 5 étoiles. Mais pour l'instant, voilà, j'ai envie de le garder en passion, pas en faire mon métier, parce que bon, c'est un métier, c'est un super métier, mais prenant. Et bon, ça me pose pas de soucis, mais pour l'instant, je suis pas vraiment prête à ça. J'ai aussi envie de voir autre chose à côté professionnellement, mais voilà, c'est sûr que c'est un objectif plus tard et rien ne m'arrêtera, je pense, d'y arriver en gardant en passion, ça c'est sûr. Parce que j'y arrive tout à fait maintenant, donc pourquoi pas y arriver après. On l'a vu dans ce JT aujourd'hui, le clan des Monégasques cette année est très présent. Ouais. Ça fait partie aussi de l'ambiance qui règne, c'est agréable de venir comme ça à plusieurs, défendre les couleurs du pays. Ouais, non, franchement c'est génial. Les premières années, on n'était que 2-3, c'était top, on était le petit groupe. Voilà, vraiment un bon esprit d'équipe. Là, cette année, ils ont rajouté les petites épreuves poney, les petites épreuves 1 mètre, donc pour les plus jeunes, les moins de 18 ans. Et ça, c'est génial aussi pour les plus jeunes. Ils sont ici, c'est comme moi, je suis arrivée la première année, j'étais waouh, on est des stars, quoi. Donc non, pour eux, c'est génial. Je pense que c'est une super bonne expérience, une bonne formation. Et aussi, voilà, on a toute l'écurie. Vraiment, c'est un bon esprit d'équipe et c'est génial. Vraiment. Eh ben, merci Tamara. De rien, merci à vous. Et bonne continuation sur cette compétition. Il reste encore pas mal d'épreuves. Ouais, là il fait chaud, donc non,
Ça ira, on gagne. Merci. Merci. Et si les chevaux ont chaud, ils ne sont pas les seuls. Alors, les températures vont-elles enfin baisser ces prochains jours? La réponse tout de suite avec la météo. Durant tout le week-end, le temps sera généralement clair. Les journées de samedi et de dimanche seront principalement ensoleillées avec quelques nuages ici ou là. L'ensoleillement est élevé avec un index UV de 9. L'usage de protection solaire est donc conseillé. Pensez bien sûr à vous hydrater en raison des fortes chaleurs qui continuent et privilégiez les lieux à l'ombre et au frais. Une très légère brise est prévue. Pour le début de semaine prochaine, les prévisions du temps à Monaco seront assez stables et l'on devrait constater une légère baisse du mercure. Cette édition est à présent terminée. Merci pour votre fidélité et puis on se retrouve très vite sur Monaco Info. À très bientôt.